Hello, hello! Sonvideo.com présente le Rewind, 7e année, édition 2026, avec aujourd'hui une story, une saga, devrais-je dire, sur un des rappeurs les plus emblématiques du rap américain, quelqu'un dont la carrière s'étale depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui 2026. On parle bien évidemment de Snoop D.O. G, Snoop Doggy Dogg, comme il s'appelait au début. Mais avant de commencer avec Snoop, il faut commencer avec les racines. Et les racines, eh bien, elles sont évidemment en Californie, puisqu'on se doute bien que le chien de la West Coast a démarré là-bas. Mais avant qu'il commence à rapper, il était proche d'un artiste qui avait un groupe. Et le groupe, c'est The World Class Wrecking Crew. Alors, ceux qui sont physionomistes reconnaîtront au milieu, avec sa veste brillante, le fameux Dr. Dre, qui opère sur cet album et plusieurs autres. World Class Wrecking Crew, la Rap New Romance, c'est vraiment c'est le rap à la Prince des années 80, un rap avec des sequins, dont se moquera beaucoup d'ailleurs par la suite Eazy-E, qui sera lui aussi membre de NWA, puisque Dr. Dre va faire ses armes, ses classes, au sein de NWA, Niggas with Attitude, le groupe emblématique de gangster rap. Donc c'est dans ce contexte-là que va apparaître Snoop. Snoop qui est encore très jeune quand il fait son premier morceau enregistré, et ça sera sur une BO orchestrée par Dr. Dre, Deep Cover. Un film avec Larry Fishburne et Jeff Goldblum, une sombre histoire qui se passe dans le ghetto avec des flics ripoux, des gangsters, et une BO, ma foi, très très riche en rap de l'époque, et aussi en R&B, puisque on n'est pas sur du rap uniquement. Il y a The Deal, notamment le groupe de LA et Babyface, il y a Shabba Ranks même avec Mr. Loverman, mais le morceau qui va vraiment marquer cette BO et annoncer le triomphe à venir de Dre et de Snoop, c'est Deep Cover, avec le fameux Yeah, and you don't stop, because it's 187 on Undercover Cop, 187 étant le code de la police de Los Angeles pour annoncer l'homicide d'un agent de police. Donc un morceau évidemment très très chaud, un morceau où on découvre donc cette personnalité incroyable qu'est Snoop. Snoop qui va pas tout de suite apparaître en tant qu'artiste solo, puisque on va l'entendre sur 6 ou 7 morceaux de l'album The Chronic, qui sort un petit peu après, on est en 92. Dr. Dre s'est séparé évidemment de Ice Cube, de Jerry Heller, le manager de NWA, et commence une carrière solo qui n'a d'ailleurs pas été évidente, parce qu'il faut quand même savoir que The Chronic, album sorti en 92, album aujourd'hui un des piliers du rap américain et le disque ultime du rap californien, au début, Dre a du mal à le fourguer. Les gens trouvent que c'est un peu bizarre. C'est plus du tout la même ambiance énervée de NWA. On a un côté plus smooth, ce qu'on va appeler le G-Funk, qui est devenu un style. Et sur cet album, parmi les nombreux invités, il y a Warren G, il y a Lady of Rage, il y a même le nain des Ghetto Boys, Bushwick Bill. Mais il y a aussi et surtout Snoop Dogg, qui s'appelle à l'époque Snoop Doggy Dogg, qui va donc faire ses classes sur cet album incroyable. Donc sur The Chronic, on va découvrir ce style assez inimitable de Snoop. Snoop qui amène, avec ce ton un petit peu décalé, une personnalité, un look. Il est très grand, il fait 1m95, il est un petit peu décalé sur le tempo, et il rappe sur des morceaux plutôt lents. The Chronic, c'est vraiment l'album phare de cette période du rap américain. On est donc en 92, et il va pas falloir attendre longtemps pour voir Snoop en solo, cette fois-ci, toujours produit par Dr. Dre évidemment, avec son premier album qui sort l'année suivante, en 93, Doggy Style. Doggy Style, un album historique avec des invités comme Lil Bow Wow, le petit rappeur, avec évidemment ceux qui deviendront le Dog Pound, Daz Dillinger, Kurupt da Kingpin. Et le problème qu'a Snoop, ça n'est pas à cette époque-là, est-ce que je vais vendre ou pas vendre? Il va vendre énormément, il sera multiplatine, mais c'est surtout un autre problème qui l'anime, puisqu'il va être inculpé de complicité de meurtre sur la personne de Philippe Woldemariam, un membre de gang assassiné dans une voiture. Enfin, le tireur était dans une voiture que conduisait Snoop. Or, selon la loi américaine, en Californie en tout cas, le fait d'être avec la personne qui a tiré fait de lui un complice au même titre que le tireur. Donc, techniquement, il faut savoir qu'à cette époque-là, Snoop Dogg risque la peine de mort, qui est encore en exercice là où a lieu le procès. Il faudra toute la science et le côté retors et efficace de l'avocat qui va réussir à retourner le procès, à prouver que la balle n'est pas forcément rentrée dans le dos de la personne, mais de face. Bref, tout ça pour dire que
il va être acquitté et ça sera le début de sa vraie vie en tant que rappeur, puisque quand il vient en France pour la première fois, eh bien, il est encore sous cette menace de ce procès qui va avoir lieu. C'est d'ailleurs incroyable de se dire qu'il est venu en promo en France. Et c'est l'occasion d'une petite anecdote amusante, puisque moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à cette époque-là, en 93. Et la deuxième fois que je l'ai rencontré, qui était quand même 2 ans plus tard, il s'est souvenu de moi. Il va me dire, oui, ça fait un petit peu ego trip. D'autant qu'on sait très bien que tous les journalistes qui interviewent des artistes américains, que ce soit d'ailleurs des rappeurs, des rockers ou des chanteurs de variété, savent que un artiste passe son temps à faire des interviews. En tout cas, à l'époque, ils en faisaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux. Et ils ne se souviennent pas forcément de tous les gens qu'ils les rencontrent. Le journaliste, lui, se souvient d'avoir rencontré, que ce soit Lou Reed, Snoop Dogg, James Brown ou des grands artistes. Eux peuvent facilement l'oublier. La raison pour laquelle il m'a oublié, c'est que quand on se rencontre, donc, on fait l'interview, et lui, évidemment, comme on le sait depuis, c'est un gros fumeur d'herbe. Et à un moment, je lui fais tourner un joint. Et donc, Snoop tire sur mon joint, il tire quelques lattes, et il fait une grimace et il me dit, mais c'est bizarre, c'est quoi? Je fais, c'est de l'herbe avec de la Marlboro, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose qui était très courant en France, encore aujourd'hui, mélanger l'herbe avec de la cigarette. Et là, il fait une grimace, il fait, ah, mais vous êtes fous, faut pas faire ça, parce que pour un Américain amateur de weed, il faut savoir que c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui aimerait du vin et à qui on propose un grand cru avec dedans une rasade de coca et 3 glaçons. C'est une hérésie. Donc, il me rend le joint, il est dégoûté, il tousse un peu. Et c'est donc, quand je l'ai rencontré 2 ou 3 ans plus tard pour la deuxième interview, le premier truc qu'il me dit, c'est toi le crazy Frenchman qui met du tabac dans ta weed. Donc bon, c'était quand même amusant de savoir que du coup, il m'avait reconnu à cause de ça. Et à l'occasion de cette interview, c'était pour ce disque incroyable, The Dogfather, le 2e album de Snoop. Alors, un album très différent pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, Snoop s'est embrouillé avec Dr. Dre. C'est-à-dire que Dr. Dre, qui avait produit l'intégralité de, évidemment, son album The Chronic et puis l'album de Snoop, Doggy Style, est totalement absent de ce 2e essai qui, on le voit avec le lettrage et le look, est une façon de montrer Snoop en parrain du rap, puisque The Dogfather, c'est un jeu de mots sur le Godfather, le parrain, un rôle fameux qui a été incarné à l'écran par Marlon Brando dans le film du même nom de Francis Ford Coppola. Et c'est donc DJ Pooh qui a l'avantage d'être un vrai OG, comme on dit en Californie. Les OG, c'est les Original Gangsters, ceux qui sont dans l'art, mais qui ont une vie parallèle un peu moins légale, qui font partie des gangs souvent. Si Snoop est souvent en bleu, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il est affilié au gang des Crips. Donc, ce second album est certes peut-être un peu moins efficace en termes de son, parce que DJ Pooh a beau être un OG, il n'a pas l'expertise de Dr. Dre, mais il y a quand même des très belles choses. Et puis, c'est aussi une période très, très difficile pour Snoop, puisque un de ses amis proches, avec qui il a d'ailleurs fait un duo exceptionnel, qui était Two of America's Most Wanted, le duo, c'était avec Tupac Shakur. Au moment où le disque est en train de se faire enregistrer, on apprend la mort de Tupac, qui, comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité rapologique des années 90, a été abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas, après un combat de Mike Tyson, auquel il assistait avec son boss Suge Knight, le patron du label Death Row. Il se fait canarder, donc c'est un drive-by shooting à la sortie du concert dans la rue à Las Vegas, et il va mourir une semaine plus tard, le vendredi 13 septembre 96, laissant un héritage extraordinaire et plein de légendes urbaines, puisque beaucoup de gens croiront à l'époque qu'en fait il n'est pas vraiment mort parce qu'il a ressuscité après une semaine, le 7e jour, bref, toute une histoire, mais ça c'est une autre histoire. Celle de Snoop, elle se mélange à celle de Tupac dans le sens où lors de cette interview, il me raconte qu'il était en train de conduire quand il entend à la radio la mort de Tupac, et là il s'arrête pour pleurer, il pleure son ami disparu, et il pleure aussi cette violence, parce que la mort de Tupac, c'est le résultat d'une espèce de haine entre, non pas Snoop directement, mais le patron de son label, qui est Suge Knight. Le label, on le rappelle, c'était Death Row Records, les disques du couloir de la mort. Donc, qui était évidemment opposé à Puff Daddy, qui à l'époque était le patron de Bad Boy. Puff Daddy qui a connu un destin assez sombre, comme ses actions d'ailleurs.
Mais donc, à l'époque, il y avait donc ces deux labels qui se faisaient la guerre. Et Snoop, on l'a vu lors de la fameuse cérémonie des Source Awards, où la tension était à son comble. On voit Snoop, qui est pourtant quelqu'un de très laid-back, de très détendu, hurler « Vous aimez pas la Californie? Vous donnez pas votre respect à Death Row ?» avec l'air vraiment, le visage déformé par la haine, suivi par Suge Knight qui va monter sur scène pour cette fameuse phrase « Si vous ne voulez pas que votre producteur vienne faire le clown derrière vous et danser dans vos vidéos, signez chez Death Row. » Pourquoi? Parce que évidemment, c'était ce que faisait Puff Daddy dans toutes les vidéos de Notorious Big et plusieurs autres de ces artistes du label Bad Boy. Il venait faire sa petite danse avec son cure-dent aux lèvres, ses lunettes noires et ses petits mouvements. Donc Snoop va traverser cette épreuve, va par la suite se séparer de Death Row, mais avant ça, il va sortir quand même quelques projets assez incroyables, dont ce Murder Was the Case, qui est un espèce de EP qui accompagne un moyen-métrage dans lequel on va retrouver ce délire qui d'ailleurs était très proche de celui de Tupac, le côté « je suis mort et j'observe le monde des vivants ». C'est d'ailleurs assez... Ça aurait pu être vrai, heureusement ça ne l'a pas été, puisque la couverture, c'est quand même l'acte de décès de Snoop Dogg, hein, In Beloved Memory, en notre mémoire, Calvin Brothers, c'est-à-dire le vrai nom de Snoop Dogg, 1972, sa date de naissance, et 1994, la date de sa mort, enfin, sa mort dans ce moyen-métrage, dont Murder Was the Case et le soundtrack, avec des morceaux comme Natural Born Killers, Murder Was the Case, que des hits. Lil Bow, ça c'était un petit peu le petit cousin de Snoop, qui a d'ailleurs participé au premier album Doggy Style. Mais Snoop, c'est pas seulement de la musique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la vie artistique de Snoop, elle est multiple. Ce qu'il met moins en avant aujourd'hui, où il est devenu vraiment très grand public, surtout depuis sa prestation aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris, que nul n'a oublié, eh ben, il a fait aussi des vidéos, et des vidéos pour adultes, comme on dit, hein, notamment ce Doggy Style. Alors, c'est pas le même Doggy Style que celui du disque, puisque là, c'est en fait une vidéocassette, et qui était d'ailleurs distribuée en France par la fameuse marque au Toucan, dont se souviennent tous ceux qui ont été adolescents dans les années 80, 90 et autres, hein. Dédicace à votre main droite, c'était Marc Dorcel, bien sûr. Et c'est Marc Dorcel qui a distribué cette vidéo Doggy Style. Alors, bon, ça n'est pas un acteur de X, hein, Snoop Dogg. Il reste habillé pendant tout le film. Mais il assiste aux performances de ses amis, Mr. Marcus et de toutes les hip-hop runnaises et les jeunes femmes qui participent à cette vidéo. Donc bon, c'est anecdotique, mais quand même, c'est quelque chose qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Il en a fait 2, des vidéos comme ça. Il a aussi fait... mais ça, c'est plus incroyable de la cuisine avec Martha Stewart, qui est une légérie du téléachat et de la cuisine à la télé, avec qui il a une émission hilarante. Mais pour rester sur donc l'aventure musicale de Snoop, alors Gin and Juice, ça c'est un des grands classiques du premier album, avec ce fameux refrain je conduis en buvant du gin mélangé à du jus d'orange, relaxé dans ma voiture. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour de Snoop, et en l'occurrence, ils étaient présents sur son album Dog Pound. Dog Pound, c'est Daz Dillinger et Corrupt Da Kingpin, qui avec cet album, Da Dog Pound, Dog Food, vont défier aussi New York, puisque là, on est encore à la grande époque de cette haine East-West, avec le morceau New York, New York, qui va être une espèce de façon de montrer que la Californie a dépassé l'État de New York, avec une vidéo où on les voit en géant marchant dans les rues comme des envahisseurs, comme des extraterrestres de la guerre des mondes à New York. Donc Snoop, il va par la suite continuer une carrière qui va être extrêmement prolifique, puisqu'on va avoir beaucoup d'albums. Hein, celui-ci, par exemple, c'est Malice in Wonderland, dont il va être le producteur exécutif, parce que au fur et à mesure de son évolution, Snoop est quelqu'un qui va beaucoup changer de son, beaucoup s'intéresser à la façon dont la musique évolue et réussir à durer, ce qui est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors, bien sûr, on peut dire il y a beaucoup d'autres rappeurs qui sont importants et qui ont une carrière qui s'étale sur plusieurs décennies, mais très peu réussissent à rester au très haut niveau de Snoop sur la quasi-totalité de leur carrière. Parce que même s'il y a eu des disques qui ont moins bien marché de Snoop, dans l'ensemble, il s'en sort plutôt pas mal. Voilà, c'est encore un autre, très californien. 187, encore une fois une référence à ce code de la police.
Mais il y a aussi ce milieu très violent, comme je disais, surtout en cette fin des années 90, où donc d'abord Tupac, puis Notorious B.I.G. vont mourir à 6 mois d'intervalle. On rappelle que c'était quand même les 2 plus grosses stars du rap de l'époque. Donc le premier qui meurt le vendredi 13 septembre 96, et le deuxième, Notorious Big, qui va mourir le 9 mars 97. Et donc Snoop, lui, va quitter le label Death Row, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le patron de Death Row, Suge Knight, ne va pas être très content de ce départ. La preuve étant, je ne sais pas si elle est encore d'actualité, mais cette vidéo, enfin cet écran plutôt d'ouverture du site internet de Death Row, où ça commence, où on voit un chien qui se promène, on entend des coups de feu, on entend le chien aboyer, et on comprend que, de façon un peu imagée, Suge Knight bute le chien avec des phrases du genre « on n'aime pas les balances parce que, des sombres histoires de dénonciation ». Il faut quand même savoir que le patron de Death Row, Suge Knight, est quelqu'un qui a passé de longues années en prison et qui est un de ceux qui a introduit le gangstérisme réel dans la musique. Mais pour se rappeler de la fameuse phrase des années 80 du fameux rappeur KRS-One, « Si tu es un gangster, qu'est-ce que tu viens faire dans le show business ?» Pour se protéger et pour avoir des gens derrière lui qui le soutiennent et qui lui évitent d'avoir un destin aussi tragique que celui de son ami Tupac, eh bien, Snoop va rejoindre celui qui, à l'époque, est le maître du rap américain, mais qui ne vient ni de Los Angeles, ni de New York, mais de la Nouvelle-Orléans, qui est à l'époque une terre vierge pour le rap, c'est Master P. Et c'est chez Master P, le président de No Limit Records, qu'il va sortir ce « The game is to be sold, not to be told ». Le jeu, c'est de se faire vendre, pas de se faire raconter des histoires, pour traduire un petit peu vite fait. Une couverture très typique du label No Limit, c'est-à-dire avec beaucoup de strass, de paillettes. Le logo du label, c'est quand même un tank en diamant, No Limit Records. Un album qui est artistiquement d'une qualité qu'on pourrait discuter, mais qui quand même montre une évolution dans le son. Et puis surtout, c'est l'affiliation à une écurie qui cartonne, parce que le principe de No Limit Records, c'est de sortir des disques tout le temps. Et sur chaque disque, il y a la promo des disques qui vont suivre, mais qui pour certains ne sont même pas encore enregistrés. Et même, pour aller plus loin, certains qui n'existeront jamais. Alors, il y a des Mia X, Skullduggery, C-Murder, qui est le frère de Master P. Plein d'artistes qui vont sortir. Mais Snoop, ça va être un peu le joyau de la couronne. Et d'ailleurs, c'est avec Master P, et sur un album que je vous retrouve tout de suite, il y en a beaucoup, voilà, qui s'appelle No Limit Top Dog, qui sera le 2e et dernier album de Snoop sur le label de Master P, No Limit Records. Cet album, qui est plutôt réussi, avec une très belle pochette Gatefold, a une particularité, c'est qu'il marque, oui, regardez, c'est écrit en couverture, Dr. Dre. Ce sont les retrouvailles de Snoop et Dre. Parce que quand ce disque paraît, ça fait quand même quelques années que les deux artistes, on est en 99, que les deux artistes n'ont plus collaboré ensemble. Et là, 6 ans après, les retrouvailles sur 2 morceaux, notamment Buckham, qui est un morceau featuring Sticky Fingers de Onyx. Donc c'est assez étonnant de voir que dans cette espèce de carte de visite incroyable, puisque la plupart des artistes sont des artistes de No Limit, mais il y a aussi Exhibit, il y a aussi Raphaël Saadiq, donc Dr. Dre, Sticky Fingers, mais sinon les autres, C-Murder, Magic, Mia X, Fiend, Mystical, non, Mystical, lui, il vient d'ailleurs. Bon, il y a Nate Dogg aussi, qui est lui aussi un des proches de Snoop et de Dre, Jewel. Donc, les retrouver avec Dr. Dre qui sera encore plus présent sur un autre album très important et très qualité de Snoop, The Last Meal, qui lui aussi sera disque de platine, je crois, avec Hennessy and Buddha, True Lies, plein d'invités. On va retrouver MC Ren notamment, qui faisait partie de NWA. Donc, Snoop produit du son, il n'arrête pas, et il produit aussi d'autres artistes. Parce que, comme toute personne dans le show business, quand on est dans l'art, on a aussi envie d'en faire profiter les amis, par exemple. Et dans les amis, il y a les Doggies Angels, par exemple, qui sont
un trio avec Latoya Williams en invité. Donc un côté un petit plus R&B, hip-hop. Et puis aussi, changer, c'est quelque chose qui est important. Comment est-ce qu'on peut changer de son? Eh ben, en prenant les meilleurs producteurs. Si on prend cet album, R&G, Rhythm and Gangsta, et qu'on regarde le track listing, on s'aperçoit que Snoop, cette fois-ci, il est plutôt bien accompagné. Hein. On a les Neptunes qui sont Pharrell Williams, évidemment, et Shad Hugo, qui sont en pointe sur ce R&G, Rhythm and Gangsta, de Masterpiece, le chef-d'œuvre. Et puis, évidemment, pour Pete DaCoste, To Be The Boss, on va retrouver sur cet album, donc évidemment, les Neptunes, mais surtout, le single incroyable. Alors, il faut quand même aussi voir qu'on retrouve le même dessinateur que celui de l'époque de Doggy Style, avec cette pochette cartoon, avec une vision des femmes qui n'est pas très MeToo, mais c'était les 90s, hein, il faut quand même bien le préciser. Et là, on a Lollipop avec Jay-Z et Nate Dogg, on a Beautiful, qui est un morceau avec Pharrell, mais c'est évident que là, on est sur du hit. Mais le plus gros hit, peut-être, de Snoop, c'est sur R&G, Rhythm and Gangsta, qu'on va trouver Drop It Like It's Hot, morceau avec un son qui est signé Pharrell Williams. Pharrell Williams qui va être celui qui va donc redonner du juice à Snoop, puisque on est sur quelque chose de très différent du gangster rap et du G-Funk de Dr. Dre. On est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Le son que Pharrell Williams a commencé à créer avec les Neptunes et puis avec les différentes productions qu'il a fait, notamment pour Britney Spears, Mystical et beaucoup d'autres, eh bien, il donne son meilleur avec Snoop sur des albums comme Pete DaCoste, To Be The Boss, qui est un clin d'œil à The Game Is To Be Told, Sold Not To Be Told, et puis sur donc Rhythm and Gangsta. Mais tout ça, ça reste du rap américain, avec différentes influences. Mais Snoop ne se cantonne pas à ce style musical, puisqu'il va prendre tout le monde de court, aller trouver un producteur qui s'appelle Diplo, qui est un anglais très branché qui a notamment été à la base du concept de Major Lazer, mais qui est aussi un producteur de reggae, et il va changer d'identité, ça ne durera pas longtemps, avec Snoop Lion, Reincarnated. Un album qui a été très critiqué, un album qui coïncide avec la conversion de Snoop Dogg au rastafarisme. Là aussi, ça ne durera pas très longtemps. Hein. Il est clair que c'était sûrement plus un coup marketing qu'une envie, qu'une croyance profonde. Mais en attendant, il va aller passer de longs moments en Jamaïque, rencontrer des Rastas et produire cet album donc avec... il y a aussi des invités rap, hein. Il y a des gens comme Drake qui viennent participer, mais il y a même Miley Cyrus, hein, qui est en pleine crise post-adolescente et qui s'intéresse au hip-hop, mais Jaden Blackamoor, Cory B, Popcaan, Emma Vado, plein d'invités pour un album donc tendance hip-hop reggae. Et évidemment, on imagine bien que Snoop Lion, sous ce nom-là, a été critiqué par ceux qui appréciaient le Snoop des débuts, celui de Doggy Style. Mais c'est une nouvelle étape dans sa vie artistique. Et puis, les albums ont continué à tourner. Hein. Alors, il y a cette très belle pochette de Kool-Aid. Là, ça, c'était... la Dog Food, ça, c'est vraiment l'album de l'époque de La Last Meal, hein, avec le morceau qui s'appelle Snoop Dogg. Vato, encore un maxi avec Pharrell Williams. Et puis, il y a aussi une autre passion de Snoop, c'est le funk. J'allais dire le vrai funk, pas seulement le G-funk, mais le funk tel que des gens comme James Brown, Bootsy Collins, les JBs l'ont conçu et perfectionné dans les années 70. Et pour ça, eh bien, on va avoir des maxis comme celui-ci avec des invités. Donc, il y a Bootsy Collins, hein, qui a fait partie des JBs, qui est un artiste solo par ailleurs extraordinaire. Fred Wesley, qui lui est un cuivre, hein, qui a joué avec James Brown pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, voilà, le look du pimp, hein, ça c'est vraiment très classique, le style pimp, dont on verra d'ailleurs un exemple au cinéma,
dans plusieurs films, puisque Snoop n'est pas seulement un rappeur et un chanteur et un artiste de reggae, c'est aussi un acteur dans des films comme Bones notamment, The Wash, plusieurs films où il va apparaître, parfois dans des petits rôles, parfois des rôles plus importants. Bones, il a le rôle principal. I Wanna Thank Me, ça c'est une formule extraordinaire qu'il a d'ailleurs utilisée quand il a révélé la plaque sur Hollywood Boulevard avec son nom. Quand il en arrive au remerciement, il dit « Je voudrais surtout me remercier, moi, pour avoir fait tout ce que j'ai fait », d'où le titre de cet album, I Wanna Thank Me. On a également sur The Blue Carpet Treatment un état des lieux du rap avec une couleur bleue qui est que Suge Knight, son ancien patron, pourrait voir comme une provocation, puisque The Blue Carpet Treatment, c'est évidemment une référence à son gang de cœur, les Crips, dont la couleur est le bleu, sachant que Suge Knight, le patron de Death Row, lui, c'était les Bloods, donc c'était la couleur rouge. Là, encore une fois, on a Dr. Dre qui est présent. Il y a aussi D'Angelo, le chanteur qui va apparaître sur un morceau. Un album de qualité, un album d'identité, puisqu'il montre ses couleurs. Et puis, puisqu'on parlait de funk, il y a aussi, et ça c'est toujours du Snoop, mais très original, Seven Days of Funk, qui est un album qu'il a fait avec Dam Funk, qui est un funketeer à l'ancienne. Et cette fois-ci, il prend un autre nom. Ça n'est plus Snoop Dogg, c'est Snoopzilla. Mais bon, on l'aura compris, c'est plus pour la blague, avec une pochette, Seven Days of Funk, et donc Dam Funk qui fait les sons. On retrouve Corrupt et aussi Steve Harrington, un vieux chanteur de funk qui retrouve une deuxième jeunesse grâce au rap, comme beaucoup d'ailleurs d'artistes des années 70 et 80 qui, à travers le sample, se sont retrouvés sur le devant de la scène. On sait qu'il aime bien la verdure, donc cet album Bush, sur lequel Pharrell Williams fait la prod, avec donc une façon assez originale de découper ses plantes, puisque on le voit au verso, ces buissons redécoupés ressemblent étrangement aux feuilles de marijuana. Allez comprendre pourquoi. En tout cas, un album tout à fait écoutable de Snoop. Et puis, pour terminer cette discographie incomplète, des morceaux rares sur cet album Shiznit, qui est peut-être bien un bootleg, on ne sait pas. Le Smokefest World Tour, ça c'est Snoop en tournée avec Daz, Corrupt et le DPG, Dog Pound Gang. Le Smokefest World Tour, c'était une tournée dans laquelle on voyait Snoop avec ses amis. Parce que Snoop, en concert, il a fait beaucoup de choses en solo, mais il a aussi fait partie de cette fameuse tournée Up in Smoke, que j'ai eu la chance de voir, c'était dans le New Jersey, si je me rappelle bien, où on avait à la fois Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Corrupt, le Dog Pound, Ice Cube. Enfin, c'était un festival de rap, pas seulement West Coast, mais principalement quand même. Et le show était dingue. Eminem n'est pas de la West Coast, il est de Détroit, mais il faisait partie de l'histoire. Donc, vraiment une grosse tournée à laquelle participait Snoop. Et puis, dans les plus récentes sorties, Missionary, ceux qui savent se protéger durant l'acte sexuel auront reconnu le visuel de cette pochette, avec le côté bombé des fameux Mannix ou Gossamer. Enfin, il y a plein de marques. Enfin, bref, vous l'avez compris, c'est un préservatif masculin. Un album avec quelques invités. Il y a toujours Dre qui est présent, il ne se quitte plus. Un album peut-être inégal, mais en tout cas qui montre que Snoop a toujours des envies de manger le monde, puisqu'il va retrouver des artistes comme Sting, quand même. Et le duo avec Sting, Another Part of Me, est évidemment une tentative de monter haut dans les charts pop, puisque Snoop n'est plus un artiste de rap, en tout cas plus exclusivement, c'est aujourd'hui un artiste pop, et quelqu'un, surtout, qui est devenu un petit peu... je ne dirais pas l'ami des enfants, mais en tout cas quelqu'un qui a une personnalité qui dépasse largement le rap. On l'a dit, il a fait du cinéma, de la télé, du porno, du sport. Il a aussi coaché une équipe junior de baseball. Et c'est aussi maintenant un commentateur sportif. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, il a fait ces 15 jours, 3 semaines à Paris, où il était pour la chaîne, je crois, NBC, commentateur de plusieurs épreuves des Jeux Olympiques qui avaient lieu à Paris. Le montant de son cachet est phénoménal, mais ce qui est drôle, c'est que comment Snoop s'est retrouvé
a présenté les Jeux Olympiques, en tout cas une partie des épreuves, pour une chaîne américaine. Et bien parce que quelques années auparavant, il avait commenté totalement par accident une cérémonie sportive où on voyait des chevaux et les chevaux faisaient des pas de côté et ça lui a rappelé une danse, la creep walk. Et donc, je ne sais plus à qui il était avec un autre artiste, peut-être Warren G, je ne suis pas sûr, et il commence à rigoler là-dessus. Et cette séquence est devenue virale. Voir Snoop commenter des acrobaties équestres en parlant de la danse des Crips, ça a fait rire tout le monde, ça a fait des gros scores, et donc c'est comme ça qu'il a décroché le contrat pour présenter les Jeux Olympiques en France, à Paris. Entre parenthèses, tous ceux qui se disaient Snoop est à Paris pour 15 jours et même un peu plus, on va pouvoir l'interviewer, le rencontrer. À ma connaissance, il a fait 0 interview. Je pense que la somme qu'il a touchée pour commenter les épreuves sportives avait peut-être qu'il y avait une petite clause du genre t'es gentil mais on veut t'avoir en exclusivité, tu ne parles à personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était à Paris, mais il bossait. Et puis voilà, on a encore ceci. Là, c'est un concert de 2005 sorti pour un Record Store Day avec une magnifique pochette. Donc pour conclure, Snoop, qui est ici en Foucault créature, en habit de pimp, c'est un artiste qui est dans notre univers musical et au-delà depuis 1992. Donc on est quand même sur 34 ans de longévité. On le disait, c'est très dur de durer dans le rap en restant à un très haut niveau. Même quelqu'un comme Jay-Z, qui est encore important, a quand même beaucoup moins de poids commercial en 2026 qu'il en avait à l'époque de Dead Presidents, de ses tubes des années 90-2000. Mais en tout cas, pour ce qui est de Snoop, il est toujours à un niveau très très haut. Et même si quand il revient en concert, parfois, y a le public qui peut être un peu mécontent parce que, une anecdote amusante, quand il vient en France, à un moment, il veut faire un morceau avec des artistes français. Alors, il en a fait quelques-uns. Il a fait notamment la musique de Mission Cléopâtre avec Jamel Debbouze, qui est un 45 tours un peu gag, assez amusant. Mais il a fait, et ça, c'est moins connu, et vous allez comprendre pourquoi, un duo avec David Guetta. Alors, Snoop et David Guetta, ça peut paraître étrange, mais il faut comprendre la mentalité américaine. Un Américain qui vient en France pour faire un duo avec un Français, la première question qu'il va poser, c'est qui c'est qui pèse le plus. Or, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on lui a dit l'artiste qui vend le plus, c'est David Guetta. Mais on n'avait pas prévenu que le public de Snoop en France n'était pas forcément le public de David Guetta. Donc, il a fait ce morceau, mais quand il l'a chanté sur scène lors d'un de ses concerts parisiens, ça a un petit peu gueulé, et Snoop a commenté en disant « Mais je vous comprends pas, les Français. Je fais un duo avec le gars qui est le plus populaire de chez vous, et vous râlez ?» Ben oui, mais parce que on est comme ça en France, le rap et l'électro se mélangent pas forcément. Ça peut arriver, hein, on l'a vu, mais en l'occurrence, ça n'a pas convaincu le public de Snoop. Mais tout ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que Snoop, après plus de 30 ans, presque 40 ans de carrière, si on considère qu'il a commencé un petit peu avant d'arriver sur The Chronic, eh bien c'est quelqu'un qui est toujours au top. Donc longue vie à Snoop, longue vie au D.O.Double-G, longue vie à Kevin Brodus, son vrai nom.